Bonjour à tous, c'est Alexandre Lino pour Winamax. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les variantes entre le Stodalo et le Raz. Donc à gauche, on aura une table de Stodalo et à droite, une table de Raz. Je vous recommande de voir les vidéos que j'ai déjà faites sur ces deux variantes, ça vous aidera à suivre un peu tout ce que je fais. Donc on va commencer par regarder la table de droite, on a un spot intéressant, on est bring-in en Raz avec Dame 5-4. Donc de manière générale, quand on est en bring-in en Raz, c'est très rare qu'on va jouer la main. Les seuls cas où on peut jouer la main, en fait, c'est qu'on va avoir deux petites avec notre mauvaise carte, qui en général sera une figure. Et également, on a besoin que l'adversaire, qui va très souvent ouvrir devant nous, soit en position de style. Sinon, sa range est juste trop forte et on n'aura pas la cote pour défendre. Mais là, si on regarde bien, le 6 est complètement dans une position de style, car il est face à un valet et une dame, donc en théorie, il devrait ouvrir à peu près toutes les mains qu'il a. Enfin, toutes les mains qu'il a d'ailleurs. 100% des mains. Et comme il est censé faire ça, on va avoir la cote pour défendre cette main-là. Dame 5-4 va être une défense. Et là, on touche tout de suite une mauvaise carte, on touche une brique et l'adversaire améliore un tout petit peu, il touche un 10. Donc maintenant, on va juste devoir folder face à un bet, on n'a juste plus la cote pour suivre. À gauche, on a une bonne main de départ en Stodalo avec une paire de 7 cachés. Donc ça va être une main de départ car avoir une paire en Stodalo est accompagné d'une petite carte qui va vous donner l'opportunité de faire une backdoor low va toujours être une main de départ très correcte. Notamment encore si vous savez que vous êtes live. C'est-à-dire si mon 7 n'apparaît chez aucun joueur, ma probabilité de faire brelan est plus grande et va beaucoup augmenter, enfin de manière significative, la levée de ma main à la troisième street. Mais de toute manière là on est en spot de style. Ah non en fait on n'est pas en spot de style, c'est que l'adversaire ici a full bring-in, donc quelque chose d'assez rare mais qu'on voit sans doute à ses petites limites. Donc assez dur lorsqu'un adversaire fait ça de le mettre sur une range, que c'est pas un play classique. De toute manière, avec notre main ici, avec une paire de 7 cachés, on est bien devant son range. Il y a vraiment très peu de mains contre laquelle on est mal. S'il a par exemple une paire meilleure que nous, comme une paire de valets cachés, on est encore très correct, hein, car on a toujours nos outs de backdoor low, on peut toujours faire deux paires, etc. S'il a un tirage low avec une main comme 3-4-8, 3-4-7, As-3-2, on est à peu près en flip. Je suis même à peu près un peu plus favori. Et puis après, s'il a fait une ouverture plus extravagante avec une mauvaise main, comme valet 4 caché, on est bien favori. Donc le relance est tout à fait correct. À la quatrième, on touche une dame, ce qui est une brique par rapport à nos ranges préflop, et lui touche une 5, un 5. Donc en fait, la range d'ici, la grosse majorité de ma range, va être favorisée lorsque je touche une petite carte. Et ayant touché une dame et lui la petite carte, on va toujours checker ici tout notre range pour le laisser bet. Même dans le cas, mettons, où on avait par exemple paire d'as caché, où on pourrait se dire qu'on est encore devant, on est même pas tant loin devant versus son range quand il a montre 3 et 5. Donc c'est juste plus simple de jouer tout notre range en check collant ici. Donc l'adversaire a check back, la quatrième, et moi je touche une paire de dames à la cinquième. Donc quel est son range pour check back? Normalement, vu le board que je monte, je pense que Fox Cash va toujours miser 100% du temps n'importe quelle paire et n'importe quel tirage low. Donc a priori, la main plus probable qu'il ait ici, c'est qu'il ait une brique en main dès le départ. Donc une main comme par exemple Valet 2-3 ou Dame 4-3 et peut-être monocolore avec 3 cœurs. Enfin, de toute manière, quand cette range arrivée, quand je touche ma dame, j'ai main dans deux paires. Donc je vois vraiment pas de mains qui me battent. On peut value better notre main. Tout notre range devrait miser ici. À droite en race, on est dans une position facile d'open, hein, on aurait open avec n'importe quelle carte cachée, ayant un 9 contre un valet, un roi. C'est une position de style classique. Notre range moyenne a tellement un avantage d'équité contre le range qu'on se doit d'ouvrir toutes nos mains. Donc là maintenant, l'adversaire a directement call à gauche, donc c'est plutôt surprenant. Donc si on joue un adversaire correct, normalement, il n'est pas censé call avec juste une paire ici. Par exemple, s'il avait la main, comme je disais, valet de caché, il est censé folder la cinquième. Donc pour avoir payé le bet à la cinquième, c'est peut-être un adversaire passif qui avait une main avec un tirage low qui n'aurait pas misé la quatrième. Alors, très honnêtement, arrivé à la sixième, il n'y a juste aucune main qui font du sens pour un joueur à peu près correct à ce jeu.
Donc je sais pas c'est quoi le meilleur play. Contre un joueur qu'on sait qu'il y a deux petites cartes à la cinquième et qui nous call, c'est toujours un check à la sixième. Car son board 3, 4, 5, il peut maintenant avoir des combinaisons de straights. Il a As-2, 6 et 2, 6 et 7. Même si normalement il est censé miser ses mains à la quatrième, mais en même temps, s'il les a pas misées quatrième et il call la cinquième, il n'est pas censé avoir de petites cartes. Donc bon, je suis assez perdu contre la range adverse. Je pense qu'il faudrait continuer à miser du coup, vu qu'il a l'air de pas forcément connaître les règles. Et il mise, je suis complètement perdu. J'imagine il a deux petites cartes, qu'il a joué très passivement à la quatrième alors qu'il aurait dû miser. Et river, on va juste check call. À droite, on va défendre notre main, 10-4-6 en rase, étant donné que le joueur Slitz, avec son 7, est lui aussi dans une position de style, donc face à une range only to card. Notre 10 est d'ailleurs favori, donc on va sans aucun problème le défendre. Waouh! Donc là, Fox cache vraiment surprenant à tous les niveaux. Euh, donc à la troisième street, pourquoi pas, hein, As, Valet 3, une main qui a une équité très correcte versus deux joueurs qui ont des cartes aléatoires. À la quatrième, prendre la free card, pourquoi pas. Généralement, on préfère miser même si on a une brique en main pour pouvoir avoir de la folle équité plus tard dans la main. Mais ça coûte pas très très cher, j'imagine, de prendre la free card. Par contre, coller la cinquième, lorsque je monte paire de dames, ça coûte pas si cher que ça parce qu'il a quand même les outs pour faire brelan et deux paires à 5. Et des fois, j'ai pas deux paires, donc ces deux paires 5-3, valet 5 sont bonnes aussi. Et il a la backdoor low, donc c'est moyen, mais ça reste un fold, je pense, vu la taille du pot. Mais par contre, le bet sixième qu'il a fait n'a juste aucune fold d'équité et il est juste derrière. Donc c'est dans la main vraiment la plus mauvaise ligne et de loin le bet sixième. Ah non, le bet septième aussi est pas mal du tout car il a zéro fold d'équité aussi et il me donne juste 100% du temps un bet gratuit. La raison étant qu'il est zéro fold d'équité et qu'il a juste normalement trop de lots possibles qu'il est censé miser qui ne vont pas me scoop. Donc moi je suis en autocall ici avec ma paire de dames ou mieux. Je ne fold jamais de main et c'est normal. Et il n'est pas censé avoir de bluff naked comme on dit. Les mains qu'il est censé miser ici, c'est des mains qui ont un high qui me battent ou des lows. Donc a priori Fox Cash n'a vraiment peu d'expérience en stud high low. À droite on améliore en touchant l'as. Silster continue à miser. Contre certains adversaires, ici, on pourrait même relancer. Néanmoins, à ces limites-là, j'ai pas le read que même si Silster est dans une position de style, qu'il va vraiment ouvrir 100% de ses mains. Mais contre un adversaire qui ouvre 100% de ses mains, lorsque vous avez As-10, 4-6 à la quatrième contre un adversaire qui monte 7 et 4, et s'il avait ouvert 100% du temps et misé 100% du temps la quatrième, vous pouvez relancer car vous êtes assez clairement favori. J'ai pas les équités en tête, mais je pense que c'est plus de 60% d'équité pour votre main. Arrivé à la cinquième, on a un clear lead hein, maintenant. Notre range est vraiment très favorite. Hein. On ne défend jamais le 10 sans avoir deux petites cartes. Et maintenant, on a aussi deux petites cartes à la cinquième, sixième. Donc notre main très souvent est constituée d'un 10 fait ou un tirage 10, mais ce qui est très, très favori devant la range de style qu'a Silster. Donc un bet facile et on devrait voir Silster folder assez souvent. Donc Silster n'a pas foldé à call. Euh, Donc on arrive à la... Donc il peut encore avoir pas mal de mains ici, hein. On peut voir même certains joueurs call avec un tirage 17, ce qui serait une erreur, mais je serais pas étonné de voir ça à ses limites. Donc arrivé à la sixième, hein, on a... Ah pardon, je viens de voir que j'ai pairé la cinquième. Waouh. Néanmoins, ça change pas l'action du betting. Hein. À la cinquième, même si on avait pairé, on avait quand même un clear bet car notre range était tellement favorite qu'on va avoir énormément de fold d'équité à la cinquième. Mais néanmoins, arrivé à la sixième, c'est intéressant. Est-ce qu'on a envie de miser ou prendre une free card? Car normalement, on est derrière la range de Silster à la sixième. Néanmoins, notre range est très loin devant. Donc notre main est derrière, mais notre range est très favorite. Donc on pourrait continuer à miser la sixième en planifiant de miser la septième. Car normalement, Silster n'aurait pas la cote pour nous 0 call le 10. Et donc en misant deux fois, il devrait folder son 10. Donc ça devrait être un bluff profitable. Néanmoins, dans certains scénarios où si vous jouez un joueur qui ne va juste exploitivement jamais folder son 10, hein, vous voulez abandonner ce bluff là et prendre votre carte gratuite.
Néanmoins, j'ai pas d'informations à ce moment-là, donc je pense que tenter le bluff est bon. Et gardez aussi en tête que c'est même pas un vrai pur bluff, hein. On a bien sûr de l'équité, on peut encore faire un 10-6 et gagner la main. Donc arrivé river, on continue à bluffer, et l'adversaire met call à un 10. Donc ouais, il a collé la cinquième avec un tirage 17-6-4, ce qui est un mauvais call clairement, car assez souvent il est drawing dead. Et quand il n'est pas drawing dead, bah, il est quand même derrière, hein. Même dans ce cas-là, par exemple, j'avais un meilleur tirage au 10. Donc ouais, mauvais call de Slister à la cinquième, très clairement. À gauche est trop weak pour open, valet 5-3. À droite en rase, donc on a rien, mais néanmoins on a ce qu'on appelle trois bloqueurs sur la range que va défendre click for value à ma gauche. Du coup, ça serait une main qu'on va toujours steal, hein. On va prendre l'argent, les ante au milieu assez souvent pour que ce soit profitable. On va risquer 25 pour gagner 35. Et sachant que click for value va jouer quelque chose comme 50% de ses mains, on a très clairement un style positif. Donc ici, par exemple, si j'avais roi dame caché, on aurait moins envie de steal car avoir deux bloqueurs en main, 10 et un 7 fait quand même une différence. Et aussi en termes d'équilibre de range, hein, si évidemment on opponait 100% en style, click for value pourrait playback. Donc click for value est défendu et maintenant le lead. Ici on va avoir un easy fold. Dans certaines parties, s'il y avait énormément d'argent au milieu, par exemple la partie full ring avec beaucoup d'ante, et si vous savez un read sur click for value, que c'était un bon joueur et qui va donc tout bêter, enfin deux bêtes, re-raiser à la troisième, toutes ses 10 et mieux, et just flat les mains beaucoup plus faibles comme As de caché, donc As As 2. On pourra avoir un call, sorte de float ici avec notre main marginale, mais je pense pas que c'est le cas de ces joueurs à ces limites qui vont juste jouer plus passivement des 9 et des 10, voire même mieux. Donc contre cette range là, on n'aura pas du tout la cote et on va devoir folder. À droite, on a une très bonne main de départ de race, 6-5-2. Qu'on va open ou deux bêtes si un adversaire open. Donc là, l'adversaire limp, on a un raise, une relance. Facile. Donc ici, click for value devrait miser 100%, il ne mise pas. Donc en général, c'est limite quand on voit ça. Euh, la raison pour laquelle click for value doit toujours miser ici, c'est que c'est très rare au final de pairer. Et donc son range a un avantage tellement énorme qu'il veut continuer à miser et que même s'il a pairé, il va avoir de la folle équité sur les streets à venir et il ne veut pas être face-up. Donc qu'est-ce que ça veut dire à ces limites-là quand vous voyez un joueur qui fait ça? De mon expérience, on ne voit jamais de joueurs qui essaient de slow player. La plupart du temps, c'est juste que les joueurs n'ont pas la notion de range et jouent juste leur board. Donc ici, les mains que je pense que Click for Value a, c'est soit il a pairé le 8, donc il a commencé avec une main comme 8 et 6 en carte cachée, soit il a peut-être un 10 comme 10 et 2, ou 9 et 2 peut-être. Et donc là, ce qui s'est passé, donc Click for Value à check, et après carte check à check aussi. Et donc moi, avec mon 10, j'ai décidé de check back, pas vraiment de raison de miser, vu les ranges que j'ai annoncés. Néanmoins, c'est quand même surprenant que card check a un instant check, hein. Et c'est possible, que, vu surtout que card check a lim call, que card check ait aussi un 9 ou un 10 caché. Donc arrivé à la 5ème, pardon, j'ai 5, 2, 6, 10, 3. Donc le 10 c'est pas très important en général à la 5ème si vous avez un très bon tirage, il va pas souvent jouer parce qu'il a deux cartes à venir. Surtout quand vous êtes en multi-way, car en multi-way la valeur d'un 10 a diminué encore plus, car c'est beaucoup plus probable qu'un des adversaires fasse un 8 low ou mieux. Du coup avoir un bon tirage à la 5ème est très important en multi-way. Donc là normalement on est vraiment bien favori face à un tirage de click for value qui au mieux est un 8 mais probablement 10 et 8 et Karchek est probablement aussi à pas mieux qu'un tirage 9. Néanmoins Karchek mise, donc ici on a une relance facile, hein. On peut jamais jamais être mal, même dans le pire scénario, Karchek aurait par exemple 7 et 6 cachés, on est juste en flip contre sa main et on est favori multi-way, donc vraiment une relance facile. Et click for value fold, donc le raid était bon, il avait sûrement pairé son 8.
Karchak just call. Et maintenant lead. Donc ici on a un easy call. Notre 10 n'est évidemment pas bon face à ce board là et notre tirage n'est pas favori contre un 9 fait. C'est possible qu'il n'ait pas encore un 9 fait, mais c'est très probable, hein. Arrivé à la 7ème, on a un spot délicat. Donc on a fait un 10. Néanmoins l'adversaire monte 9, 5, 4, 2. Donc vraiment pour que je le batte ici, il faudrait qu'il ait commencé avec une main comme 9 et 5 ou 9 et 4. Donc ça fait quand même pas beaucoup de mains. Et vu la passivité qu'il a montrée à la 4ème, c'est peu probable qu'il aurait montré de l'agressivité à la 5ème s'il avait 9 et 5. Donc je pense qu'on n'a pas rarement des bluffs en face, on peut folder. Tellement de mains qui peuvent à lui bet. À gauche, on a une paire de 9 en stud high low, un open easy en heads up. On est toujours content d'avoir une paire en tête à tête en stud high low. L'adversaire fold, à droite valet 19, ça va être un fold, c'est une poubelle en rase. Donc vous allez voir à gauche qu'étant donné en heads up, vous pouvez jouer énormément de mains en stud high low. Si vous regardez les équités des mains, pré-flop, la 3ème, ça run relativement close, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a toujours un moyen de gagner soit le haut, soit le bas. Très souvent dans les jeux de split, les équités run close, hein. C'est en effet très dur de scoop et on a toujours. Si on touche pas le haut, souvent c'est qu'on a un board assez low. Et donc on peut toucher la moitié du pot pour le bas. Donc il me semble à gauche j'ai open et Jinzo à just call. Donc là j'ai sans doute pris des lines de mes habitudes de high stakes qui vont pas forcément être bonnes sur ces parties. Mais d'une manière générale, quand un adversaire vous just flat en stud high low, si l'adversaire est descend, il aurait dû vous relancer beaucoup pré-flop pour se protéger euh, de vous empêcher de trop steal pré-flop. Il a besoin de relancer la partie forte de sa range de défense. Et c'est pour ça qu'en général, sa range qui va just call face à votre open en tête à tête va être relativement faible. Et pour cette raison-là, vous avez besoin de continuer l'agression sur les streets qui vont venir, même quand vous n'avez pas grand-chose. Et donc là, c'est bien le cas. J'ai relancé en vol avec valet 7-6. Je touche un roi, donc j'ai une main relativement médiocre. Néanmoins, il a aussi touché un roi qui est une brique pour son range. Et comme il est censé en plus avoir un range plus faible que le mien, étant donné qu'il a just call mon open, on est censé continuer l'agression, étant donné qu'on n'est pas vraiment derrière en termes de range et qu'on va avoir de la fold équité sur cette street ou les streets à venir. Donc ici, on va encore continuer l'agression lorsqu'on touche le 8 qui est une bonne carte et que le 9 qui est une totale brique pour Jinzo, hein. Gardez bien en tête que la range typique de défense de Jinzo ici, ça va être deux petites cartes assez mauvaises comme 2 et 8, 2 et 7. Ou peut-être une brique en main, donc une main comme As-Valet ou ce genre de main. Donc face à ce range-là, vu qu'il a joué passivement le roi à la 4ème, la seule façon qu'il puisse continuer normalement à la 5ème, c'est qu'il ait touché une paire de 9, ou alors peut-être s'il a commencé avec une main comme Valet 4. Mais c'est pas beaucoup de mains, et même quand il a cette main-là, on a encore beaucoup d'équité contre son range. Donc on a encore vraiment un bet facile à la 5ème. Il nous call très vite, donc il a sûrement eu soit une paire en main, soit une main slow playée. Néanmoins, on touche maintenant une paire de valets, donc on est forcément favori a priori quasiment à la 6ème. Là, ce qui serait intéressant, face à un joueur plus compétent, je pense qu'on pourrait tenter de check raise la 6ème. Car en effet, lorsqu'un adversaire nous paye la 5ème, un joueur compétent aura très souvent une paire de 4, une paire de 9 ou un tirage force qu'il a just call préflop comme As-2. Et du coup, comme il a call la 5ème avec deux briques, son range devient plus fort maintenant que le nôtre, arrivé à la 6ème. Et donc on est dans un spot, on a envie de checker assez souvent. Et du coup, cette paire valet serait une bonne main à check raise à la 6ème. Néanmoins, comme je joue sur des micro-limites, j'ai le read que les adversaires sont juste pas forcément conscients de grand-chose, donc j'ai juste joué ma main de manière classique et juste bêter, car j'ai peur que l'adversaire puisse juste avoir n'importe quoi et qu'il les colle avec n'importe quoi à la 4ème et la 5ème et prendrait une free card à la 6ème si je check. Arriver river avec ma paire de valets, c'est envisageable de value bet, car ici je pourrais avoir un lot. Je pourrais aussi, vu l'action, nos ranges sont tous les deux très larges, être en bluff total. Je pourrais avoir quelques bluffs total. Et l'adversaire fold tout de suite à la 7ème. On a une très bonne main de départ cette fois avec 6, 7, 8. Très bonne main de départ en stud high low, notamment en heads up. Donc de manière générale en stud high low,
quand vous avez une main qui a une capacité à faire un low et qui est très connectée, vous avez beaucoup de capacités de straight, donc c'est des capacités de scoop, gagner le low et le high. Donc c'est souvent des mains très fortes. Et en heads up, vous avez une valeur ajoutée, c'est d'avoir en fait 6, 7, 8. C'est une main qui va vous souvent faire des bonnes paires en fait. Si vous avez par exemple 2, 3, 4, vous allez souvent faire des paires de 4, paires de 3 ou paires de 2 et vous allez plus souvent perdre face à une paire plus haute. Alors qu'avec 6, 7, 8, vous allez faire des paires meilleures. C'est pour ça que si vous regardez les équités, 6, 7, 8 est plus fort que 2, 3, 4 en heads up, en tête à tête. C'est pas vrai si vous jouez en multi-way en style low, parce qu'en multi-way, le problème de 6, 7, 8, c'est que si vous faites un low, très souvent un adversaire va avoir un meilleur low. Du coup, la valeur de votre low va pas être aussi bonne et vous allez souvent avoir ce qu'on appelle un emergency low, un low de secours. Mais donc voilà, très bonnement en tête à tête, en multi-way, il faut être plus prudent. Si vous ne pouvez pas faire votre quinte, votre main sera beaucoup moins bonne. Donc j'ai continué l'agression à la quatrième, ayant touché une main favorable à mon range, et lui qui a priori a une range assez large, on est juste en value. Arrivé à la cinquième, je suis censé checker tout mon range car son board est relativement connecté. Et j'ai très souvent pas de paire ici. Et lui peut avoir une paire de 10, une paire de 8, une straight. Donc il a clairement un avantage de range. Donc on est censé checker ici tout le temps. L'adversaire a un stade checké derrière, assez surprenant. Néanmoins, arrivé à la sixième, on a deux paires, donc on n'a pas vraiment de questions à se poser, on peut value bet. C'est évidemment possible que l'adversaire a straight, néanmoins, c'est pas une grosse partie de son range. Il lui faut un 9, mais c'est pas comme si les gens jouent beaucoup de cartes avec des 9 en stud-high-low. S'il avait défendu une main comme 19-8, je pense qu'il aurait misé à la cinquième. Valet 9 faisait déjà quinte. Il y a 19-7, mais qui je pense aussi mise. Bref, c'est très rare en fait pour lui ici d'avoir un 9. Néanmoins, il m'insta sur relance à la sixième. Donc là, l'adversaire, ici, a priori, il a soit la quinte, soit il est en semi-bluff avec quelque chose. Néanmoins, il a quand même donné un bon timing tel ici en relançant aussi vite que ça sur ce board-là. Euh, c'est relativement dur de faire des bluffs à cette vitesse dans ce genre de spot. C'est pas très intuitif. Donc je pense qu'il a beaucoup plus, il est beaucoup plus souvent value qu'en bluff. Et les gens, enfin encore une fois, c'est plus basé sur mon expérience. Je vois relativement peu de bluffs. Ici, les gens n'ont pas beaucoup de semi-bluff vu l'action. Donc même si c'est surprenant qu'il ait un 9 ici, vu l'action à la cinquième, il a peut-être juste joué passivement, mais face à cette relance, je pense que j'ai trouvé ici un fold avec mes... Oh waouh, j'ai brelan. Je pense que j'ai cru que j'avais deux paires ici, car je me rappelle avoir foldé. Donc j'ai fait un très mauvais fold car j'ai misread de ma main. Euh, Lorsque vous avez brelan, il ne faut évidemment pas fold car vous avez des capacités de faire des foules. Et vous pouvez même être devant, peut-être ici la relancer deux paires valet 10, hein, c'est aussi possible. Donc très mauvais fold de ma part. J'ai cru avoir, si je me rappelle bien, deux paires 8-7, qui étaient donc forcément a priori battus et qui n'étaient pas live en plus, car mes heures de full étaient même pas, le 8 et le 7 étant out, pas live. Donc très mauvais fold, hein. On avait évidemment la capacité de call ici pour chercher full house et peut-être on avait déjà la meilleure main avec Brelan. Bon, assez mécontent de mon fold. Comme quoi, faites bien attention à lire toujours 2-3 fois votre main. Les misclicks ça coûte cher. À droite, avec 6-6-8, je vais folder face à un open de Karchek. Néanmoins, dans des parties plus compétitives, ça serait une main que je pourrais défendre. La raison étant qu'il y a déjà beaucoup d'argent au milieu et Karchek est censé open 100% de ses mains ici. Du coup, cette main est défendable, 6-6-8. Mais voilà, pour la défendre, il faut vraiment être sûr que vous jouez un bon joueur qui a la capacité et qui vraiment open 100% ici. Euh, à gauche, un open standard avec trois petites cartes en stud-high-low, en tête à tête, hein. On touche une paire de 8, je paire de 4, on continue à bêter. L'avantage est évident. Il nous a insta-call à la quatrième. C'est assez surprenant ici, on voit plus souvent les gens raise or fall parce qu'en fait s'il a pas brelan, il a pas vraiment la cote pour payer, à part s'il a call peut-être avec As-2 de pique ou deux petites cartes avec des piques en main. Euh, donc face à ce range là, une fois qu'il m'a call, si l'adversaire fait pas de mauvais call, arrivé à la cinquième, je suis pas très bien contre ce range, car soit je peux être face à Brelan, soit à une paire plus un tirage low contre laquelle je suis pas très loin devant. Donc face à ce range là, c'est mieux de checker à la cinquième. Néanmoins, si on prend en compte que l'adversaire a l'air assez
à peu d'expérience, on aurait pu miser. Donc une fois qu'il prend la free card à la cinquième, on a quand même l'information qu'il n'a jamais brelan ou deux paires, donc on peut value bet facilement notre paire de 8. Arrivé river, on touche un low et une straight maintenant, donc on est vraiment pas mal. Donc on peut value better notre main. Ça serait aussi envisageable de check raise, les deux sont corrects. Donc l'adversaire Jinzo qui a l'air de vraiment qui aime bien toucher voir des cartes. Donc ici on a open avec 8-3-8. L'adversaire a just call et on a touché que des bonnes cartes, tout comme notre adversaire. Néanmoins, comme il n'a pas relancé pré-flop, on a un avantage de range et on a une main correcte, donc on peut continuer l'agression à la quatrième et à la cinquième. À la sixième, on est très bien, il fold, donc ouais. Il a l'air de jouer relativement loose, Jinzo. Donc là, on a limpé avec, pardon, on est bring-in avec Dame 10-2, l'adversaire a limpé avec son roi. Donc face à certains joueurs qui split leur range de manière très forte, donc lorsqu'ils vont limper, ils ont toujours des mains extrêmement faibles et vont open toutes les mains correctes. Il faudrait jouer très agressif une fois que l'adversaire a limpé. Et donc ici, face à des joueurs qui limpent très peu de mains et que des mains très faibles, je devrais miser ici, même si j'ai absolument rien, car on a beaucoup de fold d'équité. Néanmoins, face à Jinzo qui a l'air un joueur plus passif, on n'a sûrement pas cette fold d'équité. Donc vu qu'on a vraiment une mauvaise main, on va prendre la free card. La même théorie s'applique à la cinquième. Et sixième mise, on n'a absolument rien, on va folder. Encore un limp de l'adversaire de Jinzo. Cette fois-ci, je décide de miser, donc on n'a pas grand-chose encore, mais néanmoins, on a quelques bloqueurs sur le fait qu'il ait touché une dame, et on a une backdoor correcte avec dame valet 10. On peut toucher des backdoors tirage quinte qui nous permettront de continuer l'agression. Donc encore un limp. Donc je jouais passivement la quatrième, néanmoins la cinquième avec un tirage quinte face à une range qui a l'air relativement weak. On va juste miser, essayer de jouer la folle d'équité, et on a toujours une équité correcte dans cette main. Donc la stratégie de Jinzo est pas terrible, hein. Limper beaucoup de mains, ça vous empêche de juste l'opportunité de prendre tout de suite l'argent qui est au milieu, et ça va souvent donner une information sur la valeur de votre main. Donc c'est vraiment pas recommandé. Dans des stratégies très complexes, on peut avoir une range de limp, euh, mais vous en aurez sûrement pas besoin dans toutes les parties que vous allez jouer. C'est juste tellement plus facile et simple d'ouvrir beaucoup de mains. Jinzo a encore limpé, on touche un valet de pique maintenant, on peut facilement miser, son range est weak, on a un meilleur board et on a une bonne main. Alors là, c'est surprenant, Jinzo qui est un stat check montrant une paire de 9. À sa place, étant donné que je suis censé quand même miser beaucoup de mains sur ce valet de pique, il aurait dû censé miser la cinquième 100% du temps. Malheureusement pour moi, il n'a pas misé quand je fais brelan. Et il check raise, donc assez surprenant de sa part. Donc normalement, a priori, il a soit brelan de 9, soit deux paires 9, soit paire de 9 plus tirage couleur, je dirais. Après, il peut avoir quelques plays créatifs, pourquoi pas. Donc ici, on joue dans la main tranquillement. C'est assez straightforward. Et donc, ouais, il avait paire plus tirage couleur. Assez surprenant de voir cette line de sa part de check raise. Quelque chose assez rare à voir. Les gens jouent généralement plus straightforward ce genre de main. Un roi 4-8, c'était un fold face à un 7. On aime bien avoir plusieurs overs sur le bring-in pour pouvoir ouvrir. On va en général avoir au moins deux overs sur le bring-in pour ouvrir en stud et avoir un potentiel de tirage couleur ou de tirage backdoor low. Les overs sont vraiment importantes, il faut bien garder en compte que c'est ça qui fait une bonne partie de votre équité pré-flop. Ça va être quand vous allez toucher une paire meilleure que l'adversaire. Car vous imaginez bien que quand vous allez voir 7 cartes au total, c'est assez souvent que vous faites une paire. Et ce qui va compter, c'est si vous faites une paire de 8 quand l'autre a une paire de 2, bah, vous allez gagner la main tout simplement. Encore un ligne de l'adversaire, on n'a absolument rien, on va folder.
Bon, j'ai fait un break ici, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la suite.